Bien. Bonjour et bienvenue à tous. Lors de nos deux séances précédentes, nous avons vu comment le philosophe pragmatiste américain Herbert Fingerett a changé l'approche philosophique des entretiens. Alors nous allons voir que il y a peut-être un questionnement à avoir justement sur cette qualification de philosophique, mais toujours est-il que Fingerett se présentait comme un philosophe. Donc il s'agit d'une approche proposée par Fingerett qui est devenue presque routinière, ou plus exactement, le Fingerett renouvelle une approche qui était devenue presque routinière depuis les Lumières, en plaçant d'emblée, c'est ce que fait Fingerett, donc, le rite, l'I, au cœur de sa lecture. Ce parti pris a véritablement révolutionné la Vulgate qui s'était formée autour des entretiens de Confucius, à tel point qu'il y a un avant et un après Fingerett. Mais un tel parti pris de placer les rites au centre de ce qui est censé être l'enseignement de Confucius n'a pas manqué de soulever les objections des historiens et des spécialistes de l'histoire textuelle, comme, et je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, comme nous le verrons l'année prochaine dans le dernier volet consacré donc à nos revisites de Confucius. Alors, encore du Confucius au menu de l'année prochaine, me direz-vous, mais en a-t-on jamais fini, une fois pour toutes, avec une figure de pareille envergure, surtout quand on est condamné, comme c'est mon cas, à parler de la Chine. Ce qui me conforte, ce qui vient tout juste de me conforter dans cette opinion, c'est un petit mot que je trouve sur mon bureau ce matin, qui me parle d'une émission que je n'ai pas entendue pour la bonne raison que le jeudi matin, je suis occupée à autre chose. Donc une émission sur France Inter où il y a eu apparemment une intervention d'Edgar Morin, dont vous savez tous qu'il fait partie du think tank de notre président, donc, et qui propose apparemment de s'inspirer de l'esprit de Confucius pour nommer les juges, enseignants, médecins, etc. Donc là, vous voyez que notre message commence véritablement à s'universaliser. Alors, en outre, je vous ferai remarquer que nous avons parlé jusqu'à maintenant de diverses lectures qui ont été faites ou sont en train de se faire des entretiens, et que nous n'avons pas encore parlé du texte lui-même et de son histoire, dont la complexité vaut bien celle d'autres grands textes fondateurs, d'autres traditions, et qui est actuellement sujette à beaucoup de questionnements dans un contexte politique et idéologique assez brûlant. Donc les lectures occidentales et modernes des entretiens que nous avons prises en considération jusqu'à maintenant et dont nous avons vu qu'elles ont été d'emblée, c'est-à-dire dès la médiation jésuite au XVIIe, XVIIIe siècle, placées dans la perspective philosophique. Donc ces lectures ont généralement tendance à considérer les entretiens comme un livre constitué, attribué à un auteur, à savoir Confucius, sans s'attacher outre mesure au problème de la construction historique du texte et des rapports
historique de ce texte avec son auteur présumé. Et les lectures philosophiques américaines qui nous occupent en ce moment ne font que renforcer encore davantage l'approche, on pourrait dire, anhistorique des entretiens. Donc, il me semble important, d'ores et déjà, de vous annoncer donc ce quatrième et dernier volet qui sera beaucoup plus historique que philosophique. Alors, autant dire que nous n'avons fait jusqu'à maintenant que tourner autour du pot, si vous me passez l'expression, probablement parce que la soupe qu'il contient contient trop de choses pour ne pas devoir cuire un certain temps, mais aussi parce que c'est ma façon habituelle de procéder, qui consiste à cerner et à serrer mon sujet de plus en plus près en tournant autour en spirale de plus en plus concentrée. C'est ma façon à moi de joindre les deux bouts. Ça, c'est une expression qui me tient à cœur, vous l'aurez remarqué, c'est-à-dire ma façon à moi de faire voir à travers justement ces spirales ou ces cercles concentriques à la fois comment des questionnements actuels se réfèrent à des sources anciennes et inversement comment les questionnements anciens trouvent des résonances actuelles. Alors pour en revenir à ce qui nous intéresse en ce moment, nous en étions à parler de la nouveauté que pouvait représenter au début des années 1970 l'approche de Fingeret, dont toutes les lectures américaines des Analects, comme les anglo-saxons appellent les entretiens, donc, les lectures américaines des Analects qui ont suivi portent la marque de cette innovation de Fingeret, d'une façon ou d'une autre, comme nous allons le voir. Alors que les lectures occidentales précédentes, qu'on peut faire remonter, comme je viens de le rappeler, aux jésuites et aux Lumières, voyaient dans les entretiens un enseignement moral, voire moralisant, assimilable à celui de la tradition moraliste européenne, depuis les stoïciens jusqu'à nos La Rochefoucauld, La Fontaine et autres La Bruyère, Fingeret, après y avoir vu lui aussi l'expression d'un moralisateur à l'esprit étroit, il parle dans sa préface de Confucius comme un parochial moralizer, c'est la première impression qu'il a eue en lisant les entretiens. Fingeret finit par découvrir dans ce texte l'exposition d'un processus qu'il qualifie de magique, par lequel celui qui apparaît dans les entretiens comme étant le mieux placé pour agir sur la communauté humaine, à savoir le souverain, n'a pas besoin d'agir, donc en termes chinois anciens, donc wei. Il n'a pas besoin d'agir à coup de commandements, de lois, d'institutions ou même de leçons de morale, mais il peut exercer une influence magique sur la communauté humaine le plus naturellement du monde par sa simple posture droite, zheng, et par son seul charisme, de, disons, l'autorité morale naturelle qu'il dégage de sa personne, donc qui est désignée par de, c'est cette influence magique qui agit sans agir, c'est le sens de cette expression wu wei, que Fingeret identifie comme la quintessence du rite, du li.
ce caractère donc qui figure sur la couverture de son livre. En cela, le rite agit à la manière du Tao lui-même. De fait, il ressort de ce que dit Fingeret sur le Li, sur le rite, une analogie possible avec le Tao, dont il est question dans le Laozi, par exemple. Le Laozi, autrement intitulé le Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre du Tao et de son pouvoir, de sa puissance. Fingeret dit ceci: The magical element always involves great effects produced effortlessly, marvelously, with an irresistible power that is itself intangible, invisible, unmanifest. L'élément magique implique toujours de grands effets qui sont produits sans effort, de manière merveilleuse, au sens étymologique du terme, avec une puissance irrésistible qui est elle-même intangible, invisible et non manifestée. C'est exactement dans ces termes que le Tao est évoqué dans le Laozi. Alors, évidemment, dans le Laozi, le mot Tao est investi de connotations plus ou moins mystiques, mais je pense qu'il faut également s'efforcer de démystifier un petit peu ce mot, dont je rappelle qu'il désigne tout simplement donc un chemin. C'est pour ça qu'en français, on l'a traduit par voie, mais toujours avec un V majuscule, alors que dans les textes de l'Antiquité chinoise, le mot Tao peut être un mot extrêmement banal qui signifie tout simplement donc non seulement le chemin qu'on emprunte pour aller d'un endroit à l'autre, mais aussi la façon de s'y prendre, la façon donc de se conduire, la façon disons que ça peut désigner une méthode ou une recette même. Et donc ce mot Tao, pris dans un contexte, disons, cosmique, désigne tout simplement le cours naturel des choses. Dans les sources anciennes, on parle souvent du Tao qu'on utilise très souvent comme synonyme de Tian, c'est-à-dire donc ce Tian-là, le ciel. Et donc la marche du ciel, qu'est-ce que c'est? L'exemple, disons, qui nous est le plus facile à comprendre et qui, au demeurant, revient très souvent dans les sources anciennes, c'est l'exemple des saisons. La marche du ciel se traduit par la succession harmonieuse des saisons qui ne s'entrechoquent pas, ne se rentrent pas dedans, si on peut dire. Elles se succèdent de façon harmonieuse. Et donc, cet agir invisible du Tao, c'est ce qui fait que les êtres, la végétation, naît au printemps, mûrit en été, commence à décliner en automne et meurt en hiver pour renaître donc au printemps suivant. Donc c'est un processus qui est invisible, mais dont on voit simplement les effets. Donc ici, ce mode d'action du souverain est assimilé donc au mode d'action du Tao. Et ce que vient de dire Fingeret dans la citation que j'ai lue pourrait être une paraphrase assez libre de ce
fameux verset de la section 37 du Lao Tzu, Tao Chang Wu Wei Er Wu Bu Wei, c'est-à-dire donc le Tao trouve sa constance dans le non-agir et il n'est rien qui ne se fasse. Et c'est une formule qui se retrouve dans des variantes que nous avons déjà eu l'occasion de citer, à savoir donc à la section 48, Wu Wei Er Wu Bu Wei, ne rien faire et il n'est rien qui ne se fasse. Ou bien à la section 3, vous avez également Wei Wu Wei Er Wu Bu Zhi. Donc ça, manifestement, ça s'adresse au souverain, c'est-à-dire fait agir le non-agir. Vous avez cette formule paradoxale, donc Wei Wu Wei, fait agir le non-agir, et c'est ainsi qu'il n'est rien qui ne se gouverne de lui-même. Donc, Fingeret poursuit en disant ceci: Confucius characteristically and sharply contrasts the ruler who uses li with the ruler who seeks to attain his ends by means of commands, threats, regulations, punishments, and force. The force of coercion is manifest and tangible, whereas the vast and sacred forces at work in Li are invisible and intangible. Li works through spontaneous coordination rooted in reverent dignity. The perfection in holy rite is aesthetic as well as spiritual. Donc, Confucius établit un contraste caractéristique et frappant entre le souverain qui fait usage du li, c'est-à-dire du rite, et le souverain qui cherche à parvenir à ses fins à coup de commandements, de menaces, de règlements, de châtiments et de recours à la force. C'est ce que nous avions vu donc dans cette citation des entretiens au livre 2, à la section 3, où vous aviez donc en deux sentences parallèles l'opposition entre une manière de gouverner à force de commandements administratifs et de châtiments pénaux, mutilatoires, mis en contraste avec un mode de gouvernement totalement opposé qui se contente de faire agir donc le te du souverain, c'est-à-dire son charisme, son autorité personnelle, et de faire agir donc les rites, avec des résultats tout à fait opposés donc dans le peuple. Dans le premier cas, le peuple se contente d'esquiver les coups ou de tourner les lois sans connaître le sentiment de la honte, alors que dans le deuxième, non seulement donc ça lui donne ce sentiment de honte, mais en plus, justement, c'est précisément ce sentiment de honte qui fait qu'il se tient à carreau, très littéralement. Donc, je continue la traduction donc, de la citation de Fingeret. Donc, la force de coercition est manifeste et tangible, alors que les forces immenses et sacrées à l'œuvre dans le li, dans le rite, sont invisibles et intangibles. Le li opère à travers une coordination spontanée qui trouve sa racine dans la dignité pleine de révérence, en particulier du souverain. La perfection dans le holy rite, c'est-à-dire dans le rite saint ou sacré, relève autant de l'esthétique que du spirituel.
Alors, j'insiste un petit peu sur cette qualification d'esthétique parce qu'elle ouvre en effet des perspectives tout à fait nouvelles. Alors, pour reprendre l'image corporelle donnée par l'indication concernant la natte qui doit être posée droite avant qu'on prenne place dessus. Il s'agit donc de cette annotation très brève dans le livre 10 des entretiens, dont je vous avais dit qu'il est presque entièrement consacré à des prescriptions rituelles. À la section 12, vous aviez donc cette indication Xi bu zheng bu zuo, c'est-à-dire que donc sur une natte qui n'est pas posée droit, on ne s'assied pas. Donc, si on en revient justement à cette indication, le li serait une forme de gestuelle, donc à la fois corporelle, physique, et morale. Et Fingeret parle très justement à ce titre de gesture. Il parle de ritual, gesture et incantation. Donc on verra plus tard ce qu'il entend par incantation, l'incantation. Donc il y a là une forme de posture ou de gestuelle corporelle qui relève bien plus de la danse que de l'exécution mécanique ou automatique de gestes réglés à l'avance ou soumis à une contrainte extérieure. Et c'est ce qui fait dire à Fingeret que le rite revêt une qualité esthétique autant que spirituelle. Alors, l'image de la danse est appropriée dans la mesure où le rite est, tout comme la danse, une recherche d'abord corporelle d'équilibre, évoquée précisément par la graphie de ce caractère zheng. Une recherche d'équilibre et de contrôle de soi. En outre, dans la danse, vous avez une pratique qui peut être certes individuelle, mais qui vaut surtout collectivement. L'extension socio-politique de la droiture morale, sur laquelle j'ai insisté, en vous rappelant cette glose que vous trouvez dans le livre 12 des entretiens à la section 17, cette glose du mot zheng ici, c'est-à-dire donc gouverner ou administrer, ça consiste tout simplement en zheng, c'est-à-dire se tenir droit, avec évidemment l'implication selon laquelle le souverain, il suffit que lui-même soit droit dans tous les sens du terme pour que le reste suive à l'avenant. Donc cette glose, zheng zhe, zheng ye, est importante parce que le rite est avant tout un phénomène social. Alors, ce qui a intéressé le pragmatiste qu'est Fingeret dans les entretiens, c'est que ce texte nous place d'emblée dans un monde humain socialisé. Ce qui prime, c'est la relation d'humain à humain, ce que Fingeret appelle man-to-manness, ou que les entretiens, eux, appellent ren, ici, et non la dimension intérieure de la psyché individuelle. Fingeret l'a également dit, ce qui l'a frappé dans les entretiens, c'est l'absence de ce qu'il appelle the inward drama on the inward stage of the soul, c'est-à-dire donc l'absence du drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme.
Donc, penser justement en termes de drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme, hein, c'est ce à quoi nous a habitués notre contexte culturel ici en Europe, hein, où on pourrait dire donc, disons dans le monde euro-américain, à savoir donc une perspective fortement christianisée. Alors que ce que Fingeret découvre dans les entretiens, c'est quelque chose de totalement différent. Il dit aussi ceci, il résume dans ces termes sa découverte. Confucius showed how human nature, insofar as it is distinctly human, is communal. He then showed how this communal nature, insofar as it is consummately human, is ceremonial. For Confucius, life itself is ideally a sacred ceremony. Indeed, for him, the ideal communal life approaches the condition of music and dance. Donc Confucius a montré comment la nature humaine, dans la mesure où elle se distingue comme humaine, est communal, communautaire. Alors communautaire n'est peut-être pas la meilleure traduction possible, mais disons l'idée c'est que l'humanité en fait se définit en termes justement de vie commune. Il a ensuite montré comment cette nature communautaire, dans la mesure où elle touche au fond de l'humain, est cérémonielle. Pour Confucius, la vie elle-même est idéalement une cérémonie sacrée. De fait, pour lui, la vie communautaire idéale, ou la vie en commun idéale, se rapproche de la musique et de la danse. Fin de la citation. Alors, en effet, là, je pense que Fingeret est tout à fait justifié de parler du lien qu'il y a entre les rites et la musique, puisque dans le texte même des entretiens, ces deux termes sont très souvent associés justement dans le doublé li yue, c'est-à-dire les rites et la musique. Mais dans ce cas, le mot yue ne désigne pas une musique d'agrément ou, disons, une discipline artistique. Il s'agit d'une forme de musique rituelle qui accompagne précisément le plus souvent une gestuelle, une danse ou une chorégraphie qui est elle aussi rituelle, et c'est particulièrement visible dans les rites solennels ou les rites de cour. Alors, nous aurons l'occasion justement l'année prochaine d'y revenir donc sous un angle plus historique. Mais ce que Fingeret retient dans cette association des rites et de la musique et de la danse, c'est l'idée d'une éthique esthétique, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire l'idée d'une beauté du geste qui incarnerait la bonté morale ou, si vous préférez, d'une bonté morale qui transparaîtrait à travers le corps, dans le corps. Alors, cette idée-là a inspiré bon nombre de publications ultérieures au livre de Fingeret. Alors, du côté américain, vous avez un livre qui est paru en 1990 par Robert Eno, donc ça s'écrit tout simplement E-N-O,
qui s'intitule The Confucian Creation of Heaven, c'est-à-dire la création confucéenne du ciel, avec un sous-titre intéressant, Philosophy and the Defense of Ritual Mastery, c'est-à-dire donc philosophie et défense de la maîtrise rituelle. Et dans ce livre, vous avez un chapitre, le chapitre 2, qui est intitulé Masters of the Dance, c'est-à-dire les maîtres de danse, qui, selon Eno, qualifierait donc les maîtres de l'école confucéenne. Alors, cette idée des confucéens comme des maîtres de danse a fait son chemin jusqu'à nous, ici en France, puisque dans le Confucius de Jean Lévy, paru en 2002, il est question justement de Confucius comme maître de danse, et c'est le terme qu'emploie donc Jean Lévy, et comme adepte de ce que Jean Lévy appelle une chorégraphie existentielle. Donc là, on peut effectivement faire remonter justement l'apparition de ces thématiques et de ces idées à la perspective ouverte par Fingeret. Alors, on voit réapparaître aujourd'hui des imitations plus ou moins lointaines, plus ou moins réinventées de ces danses rituelles dans des rites soi-disant confucéens, par exemple en Corée et à Taïwan, où depuis longtemps déjà, vous avez annuellement donc des rites et des rites de culte rendus à la figure de Confucius, et qui sont donc accompagnés justement de toute une scénographie, de toute une chorégraphie donc de danse devant le temple de Confucius. Et maintenant, c'est en train de gagner de plus en plus la Chine continentale, la Chine populaire, qui est lancée, comme vous le savez, donc dans ce revival, et j'emploie ce terme anglo-saxon à dessein, dans cette renaissance confucéenne. Donc là, maintenant, en Chine continentale, vous avez des espèces de... là aussi, pardonnez-moi le mot, mais je n'en trouve pas d'autre, de show, de spectacles façon hollywoodienne, qui sont donc donnés devant les temples de Confucius reconstruits au repas neuf. Et il y a 2 ans, je vous avais montré quelques photos de ces simulacres de danse rituelle confucéenne que j'avais prises moi-même peu de temps auparavant à Chufo, c'est-à-dire donc le lieu natal de Confucius. Alors ça se passait donc à la fin près de la fin de 2007, c'est-à-dire tout juste, oui, là on avait vu cette... vous croyez peut-être que c'est Karl Marx, non, c'est la tête de Confucius, donc... alors là, vous voyez, enfin ça, c'est pas au temple de Confucius, Dieu merci, si j'ose dire. C'est carrément en fait un spectacle de variété qui se donnait au stade de Chufo, mais qui était quand même à thématique pseudo-confucéenne. Et donc là, nous sommes en présence là, vous avez déjà un premier déguisement ici, donc. Donc, vous avez ces photos que j'avais prises de ces danses
qui sont toujours exécutés devant caméra. La télévision est omniprésente ici. Et donc, vous avez derrière cette banderole qui annonce qu'il s'agit donc d'un culte en l'honneur de Kronz. Vous voyez ici le maître Krong. Et devant, vous avez ces gens qui exécutent donc ces danses en costume avec les plumes de faisan. Là, vous voyez qu'ils ne sont pas très, très bien synchronisés. Bon, là, la prosternation obligatoire. Donc là, vous avez une banderole avec justement une phrase des entretiens de Confucius qui dit « c'est-à-dire donc à l'intérieur des quatre mers, nous sommes tous frères, qui est devenu donc un slogan des Jeux olympiques de Pékin quelques mois plus tard. Donc, voyez un petit peu, voilà, je vous passe rapidement ces reprosternations, voilà, bien. Donc, ces quelques photos, malheureusement, ne rendent pas compte véritablement de la pauvreté de la chorégraphie et surtout de la gaucherie, de la maladresse des gestes de ceux qui l'exécutent et dont on découvre qu'ils portent des baskets Nike sous leur tunique. Alors, plus généralement, c'est ce sens des rites, littéralement inscrit dans les corps, qui est aujourd'hui perdu en Chine. Alors, l'esthétique de la gestuelle ritualiste est probablement ce qui frappait de prime abord les visiteurs étrangers dans la Chine impériale prémoderne. Vous avez par exemple le témoignage du sinologue anglais Herbert Giles, qui a occupé donc une chaire de sinologie à l'université de Cambridge et qui relate dans un recueil de souvenirs de voyage en Chine qu'il a intitulé Chinese Sketches, c'est-à-dire donc croquis chinois, publié à Londres en 1876, où donc Herbert Giles consacre 2 chapitres entiers de son recueil à ce qu'il appelle étiquette. Je pense que c'est ainsi que le gentleman anglais comprend les rites. Et il dit ceci: If there is one thing more than another after the possession of the 13 classics on which the Chinese specially pride themselves, it is politeness. Et il souligne donc le mot politeness. S'il est quelque chose dont les Chinois se rengorgent par-dessus tout, dont ils sont fiers, après leur maîtrise parfaite des 13 classiques, bien évidemment, c'est bien la politesse. Donc, quand Herbert Giles rencontre ses pairs chinois, ses homologues chinois, donc, ce que les lettrés chinois mettent en avant, c'est d'abord évidemment leur connaissance parfaite des 13 classiques confucéens, et ensuite donc la politesse. Alors Giles définit les rites de manière, me semble-t-il, assez juste, comme those important forms and ceremonies which regulate daily intercourse between man and man, c'est-à-dire ces formes et cérémonies importantes qui règlent le commerce quotidien entre les hommes. Donc là, je pense que le terme forme est important dans la mesure où il rejoint le propos de Fingeret, justement, sur cette esthétique éthique ou cette éthique esthétique. Alors Giles décrit ensuite la manière dont un invité est accueilli par son hôte chinois. Nous sommes donc vers la fin du XIXe siècle. There is not a single awkward movement,
as the Chinese gentleman bows you into his house or supplies you from his own hand with the cup of tea so necessary, as we shall show, to the harmony of the meeting. Not until his guest is seated will the host venture to take up his position on the right hand of the former. Without previous warning, unusual except among intimate acquaintances, this tea should never be touched except as a sign of departure. Alors, il n'y a pas un seul mouvement gauche, awkward movement. Ça, c'est ce qui frappe Giles dès qu'il entre donc chez son hôte. Il n'y a pas un seul mouvement maladroit ou gauche dans la façon dont le gentleman chinois vous introduit dans sa demeure en s'inclinant. Alors là, j'attire votre attention sur l'économie de l'anglais. He bows you into his house. C'est une formule absolument impossible à traduire exactement en français. Donc, il vous introduit dans sa demeure tout en s'inclinant, ou vous offre en main propre la tasse de thé, si indispensable, comme nous allons le montrer, à l'harmonie de la rencontre. Ce n'est qu'une fois l'invité assis que l'hôte, le maître de maison, se permettra de se placer à sa droite. En l'absence de signal préalable, tout à fait inhabituel sauf entre amis intimes, ce thé ne doit en aucun cas être touché, si ce n'est comme le signal du départ. Alors, naturellement, les Anglais qui n'étaient pas informés de ces subtilités croyaient au contraire que c'était de la politesse la plus élémentaire de se précipiter pour vider leur tasse de thé dès qu'on leur servait. Alors, bien sûr, c'est pour ça que Giles se croit obligé d'expliquer donc à ses compatriotes qu'en Chine, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, dans la Chine actuelle, ce qui est tout à fait frappant dans les productions cinématographiques et télévisuelles qui nous sont de plus en plus accessibles actuellement. Le cinéma chinois est évidemment de plus en plus présent sur nos écrans. Alors, c'est que ces productions montrent que les rites, disons justement, de ce que Giles appelle le commerce quotidien entre les hommes, c'est-à-dire les rites de salutation, de deuil, etc., et le langage ritualisé était encore de mise dans un passé relativement proche. Par exemple, quand vous voyez un film de guerre ou une série télévisuelle donc, concernant la période de la guerre, vous vous rendez compte que ces rites existent encore, alors qu'ils ont disparu totalement dans la société communiste qui s'est, elle, efforcée d'inculquer un égalitarisme entre camarades. Et du coup, comme j'en ai été le témoin dans la société, par exemple, des années, de la fin des années 70 ou des années 80, on ne savait même plus comment interpeller les gens qu'on ne connaissait pas, autrement que par une sorte de jappement. Ça donnait quelque chose comme « ouais, 同志 ». Bon. Alors, à l'inverse, dans les films pseudo-historiques à costume, on voit que les acteurs qui sont habitués à une démarche et des postures occidentales, c'est-à-dire la fameuse démarche chaloupée engendrée par le port des baskets Nike dont j'ai parlé tout à l'heure, et assortie du baladeur sur les oreilles, donc ces acteurs ne savent plus comment se mouvoir de manière ritualisée. Alors, sans parler, ça m'a beaucoup frappé, d'un film de Hong Kong
Je crois que c'est un film du fameux cinéaste Wong Kar-wai, mais c'est à vérifier, dont l'histoire est censée se passer à l'époque Tang, c'est-à-dire à peu près au 7e, 8e siècle, et où on voit un personnage donc en costume pseudo-historique sortir de table en agitant la main et en faisant « bye ». Bon. Donc, alors, des traces de cette gestuelle ritualisée sont encore visibles dans le théâtre traditionnel, par exemple l'opéra de Pékin ou l'opéra d'autres régions, mais il n'y a guère plus que les personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui l'apprécient encore. Donc, ce que je veux faire passer par là, c'est à travers tous ces exemples qui peuvent vous paraître un petit peu anecdotiques, c'est que justement cette esthétique ou cette gestuelle rituelle inscrite dans les corps a véritablement disparu maintenant. C'est ça, c'est une des grandes questions qui se posent à propos justement de ce prétendu renouveau confucéen en Chine à l'heure actuelle. Alors, loin de ces formes d'expression qui se retrouvent aujourd'hui cantonnées dans le domaine artistique, théâtral ou autre, Fingeret, en bon américain, en bon pragmatiste américain, prend pour point de départ le rite le plus simple et le plus anodin qui soit. On pourrait parler même du degré zéro du rite. Il prend l'exemple du handshake, ou ce qu'on appelle en français le shake hand, qui consiste à se saluer, comme vous le savez, en se serrant la main. Alors, il décrit ce qu'il appelle cette performance, cet acte minimaliste dans ces termes. I see you on the street, I smile, walk toward you, put out my hand to shake yours, and behold, without any command, stratagem, force, special tricks or tools, without any effort on my part to make you do so, you spontaneously turn toward me, return my smile, raise your hand toward mine. We shake hands not by my pulling your hand up and down or your pulling mine, but by spontaneous and perfect cooperative action. Alors, je vous vois dans la rue, je souris, je marche vers vous et je tends ma main pour serrer la vôtre. L'anglais dit secouer, shake your hand. Et ô merveille, en l'absence de tout commandement, stratagème, usage de la force ou recours à une quelconque ruse ou un quelconque moyen technique, sans que j'aie fait aucun effort pour vous forcer à le faire, vous vous tournez spontanément vers moi, vous me rendez mon sourire, vous tendez votre main vers la mienne. Nous nous serrons la main, ça c'est ce que disent les Français, mais les Anglais disent nous nous secons les mains, comme dirait Astérix chez les Bretons. Non pas du tout du fait que je secoue votre main de haut en bas ou vous la mienne, c'est-à-dire non pas d'une action mécanique, mais par l'effet d'une action spontanée et parfaitement coordonnée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réciprocité, soi-disant, dans ce handshake tout à fait spontané. Alors, il me semble que l'exemple n'est peut-être pas très bien choisi, car il me paraît peu probant du point de vue esthétique. Le handshake n'est pas, du moins à mon sens, la manière la plus élégante de se saluer. Alors, il semblerait qu'à l'origine, ça c'est peut-être une légende, je ne sais pas, là aussi c'est à vérifier, il semblerait qu'à l'origine, donc, se tendre la main et se serrer la main signifie qu'on n'est pas armé. Alors,
il reste toutefois que cette façon de se saisir de la main de l'autre, de chercher le contact physique, conserve une part d'agressivité, un peu comme si le handshake était une forme adoucie du bras de fer. Alors, agressivité totalement absente dans le salut qui consiste, comme on le pratiquait dans l'Europe prémoderne et comme on le pratique encore aujourd'hui en Corée ou au Japon, donc cette forme de salutation qui consiste à s'incliner l'un devant l'autre, sans qu'il y ait contact. Alors, à y réfléchir, cette manière de se saluer, qui a pourtant été caricaturée par l'imagerie coloniale dans le stéréotype du petit chinois avec, vous savez, le chapeau comme ça, confondu en courbette, montre bien que le rite li est une façon de ménager une distance dans leur relation, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une distance qui rapproche, en ce qu'elle établit une relation de respect réciproque. Autrement dit, là nous avons une forme de salutation qui établit donc un lien de respect réciproque, et non pas donc ce qui risque de tourner à une confrontation entre deux égaux. Alors, égaux EGO ou égaux, si vous voulez, AUX. Alors, ceci me fait penser à quelque chose que j'ai entendu tout récemment dans la bouche d'Alain Finkielkraut, donc un de nos intellectuels en vue dans notre microcosme parisien, donc un morceau de bravoure dont il a seul le secret lors d'un colloque universitaire qui s'est tenu pas loin d'ici, donc sur la civilité classique. Ça, c'est un thème qui est en train de revenir en force, étant donné que dans notre société, nous sommes très largement questionnés par les problèmes d'incivilité, justement. Alors, Alain Finkielkraut fulminait contre la mode actuelle de commencer ses courriers, et notamment ses courriels, par « bonjour ». Bonjour, virgule, et ensuite, texte du courrier. Et alors donc il fulminait parce que pour lui, commencer comme ça, bonjour, ça n'est pas une salutation, parce que ça ne manifeste aucun égard pour celle ou celui qu'on salue, puisqu'on ne le nomme même pas. C'est pas bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour cher un tel, c'est bonjour. Mais qui voudrait plutôt dire à la cantonade bonjour, c'est moi que v'là. Bon. Alors, à propos de l'art de dire bonjour, et c'est là-dessus que je terminerai aujourd'hui, j'ai un tout petit bout de film à vous montrer. Rassurez-vous, ça ne dure qu'une minute. Qui est un film de Claude Lelouch qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant gâté », où donc vous allez voir ceci. Donc, est-ce que nous pouvons baisser la lumière et donc être sûr que le son fonctionne? Donc, vous aurez reconnu notre Jean-Paul Belmondo national qui enseigne à Richard Anconina donc l'art de dire bonjour. Alors, au risque de vous décevoir, malheureusement, le contexte nous fait comprendre que cette manière si bien sentie de dire bonjour est à des fins purement mercantiles. C'est dommage, mais c'est quand même une bonne leçon pour nous. Donc, merci pour aujourd'hui et au revoir à vous.